Rebonjour, bienvenue dans la salle, dans la meilleure salle de la journée. La prochaine speakeuse a toutes les qualités du monde, puisqu'elle est nantaise et qu'elle est fan du multiplateforme. Elle vient aujourd'hui nous présenter son utilisation de Flutterflow, comment est-ce qu'elle a transformé une idée qu'elle a eue en application en prod. Je vous propose d'applaudir et d'encourager Vanessa Delage. Ok. Donc effectivement, moi je suis Vanessa Delage et je vais vous parler aujourd'hui de l'outil Flutterflow, donc qui est un outil de développement low-code pour réaliser des applications mobiles. Donc à la base, moi je suis développeuse mobile spécialisée dans la technologie donc Flutter, et il y a quelques mois, je me suis intéressée à cet outil, donc Flutterflow, et mon objectif c'est de questionner un peu sa place et sa valeur ajoutée dans le panorama des outils pour développer des applications. Alors un petit plan déjà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est Flutterflow. Je vais partir du postulat que vous connaissez Flutter, puisque vous vous intéressez au mobile et qu'il est 15 h, et globalement à 15 h, si vous êtes là depuis ce matin, vous avez entendu parler de Flutter. On va voir un peu ce qu'est créer une app concrètement sur Flutterflow, les avantages et les inconvénients. Et je terminerai par un peu un questionnement sur quelle est sa place dans l'écosystème. Donc, Flutterflow. C'est une plateforme de développement d'applications mobiles qui permet de créer des applications mobiles de haute qualité, en un temps record et sans la nécessité de coder. Ça, c'est le pitch. Alors pourquoi j'utilise low-code? Déjà, on peut faire un point sur le lexique. C'est-à-dire que c'est une interface no-code. Donc, comme on peut s'imaginer, avec une interface visuelle où on travaille principalement en drag and drop, mais dans laquelle on peut injecter du code spécifique, donc en l'occurrence ici du code Flutter Dart. C'est une application où on peut vraiment créer une application de A à Z, donc de la conception jusqu'au déploiement sur les stores, donc via l'outil. C'est un front-only, ça veut dire qu'on s'occupe uniquement du front, et par rapport à d'autres outils no-code que vous pouvez peut-être connaître comme Bubble, elle ne gère pas de back-end, donc on connecte avec une API, quelle qu'elle soit, en code, en no-code, type Firebase, Supabase, etc. Donc elle utilise le framework Flutter. Elle a été fondée en 2019 aux États-Unis et c'est aussi une entreprise indépendante de Flutter, voilà, une entreprise propre avec son produit propre. Donc une interface visuelle en drag and drop, donc qui a un soin particulier à l'UX qui est très facile à travailler et qui reprend exactement la syntaxe et la construction de pages de Flutter. Donc tout ce qui est nommage, ou tous les noms des widgets, la syntaxe, l'appellation propre de Flutter est conservée. Ce qu'on peut noter de spécifique sur cet outil de plateforme low-code, c'est qu'on est propriétaire du code, où on utilise le service pour créer une application, mais on peut d'une part télécharger un code qui est exploitable. On peut aussi l'intégrer à GitHub et récupérer le code en clonant la branche Flutterflow ou une autre branche qu'on peut créer sur le projet GitHub. Un autre point intéressant, si vous ne connaissez pas la plateforme, c'est qu'on a aussi tout un ensemble d'actions et d'intégrations récurrentes, toutes les actions finalement récurrentes qu'on va réutiliser de la même façon dans toutes les applications vont être intégrées dans une interface visuelle. Donc là, je vous présente un peu la liste de toutes les actions qui sont intégrées et de toutes les intégrations très rapides qui peuvent être faites avec Stripe, Revenue-Cat, etc. Alors, le custom code, donc ça c'est ce que je vais appeler, qui s'appelle comme ça dans la plateforme et que je vais appeler comme ça ici, c'est donc le code Flutter, donc on va intégrer dans le projet Flutterflow. Donc il y a différentes manières d'intégrer du code.
Donc les custom functions et les custom actions qui sont des fonctions. La différence va être dans la manière dont on va les intégrer au reste du projet. Donc dans l'interface d'action pour les custom actions et dans l'interface, enfin, dans les fonctions, que ce soit des fonctions de logique métier ou des fonctions de traitement de données. On peut intégrer des widgets, donc voilà, si vous êtes familier de Flutter, les widgets c'est sur lequel repose Flutter. On va les intégrer en entier, donc on peut intégrer autant de widgets personnalisés que l'on veut et les intégrer de la même façon après dans l'interface qu'on va intégrer les widgets Flutterflow. Et depuis assez récemment, on peut directement modifier le fichier main. Ce qui est intéressant, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça une plateforme low-code, c'est qu'on peut avoir accès à partir de cette customisation à tous les packages PubDev de la même manière que dans un projet Flutter. Donc là, ces fonctionnalités quand même font lever un certain nombre de limites en fait, de possibilités de création assez importantes. Voilà un petit exemple de custom code, donc vraiment très simple, de personnalisation du design en utilisant le widget ClipPath. Donc voilà, c'est très simple. L'idée, c'était de montrer que parfois, avec voilà, vraiment des injections de code qui sont très simples, très petites, on peut juste upgrader un petit peu le design de son application sans avoir même des compétences en code très très importantes. La question, c'est pour qui, pour quel public, à quel public s'adresse cet outil. Alors, premièrement, un public qui n'a aucune compétence en dev. Alors, celle-là, cette catégorie, j'y mets quand même un gros bémol parce qu'on va vite être confronté à des besoins déjà de comprendre ce qu'est une application mobile, de comprendre la syntaxe Flutter, de comprendre comment on organise ça, de comprendre comment on interroge une API, comment on déploie sur les stores, etc. Donc je mets quand même un gros bémol pour pas forcément utiliser l'outil, mais en tout cas réussir à créer une application de A à Z. Des développeurs ou développeuses qui veulent gagner du temps, des product builders, donc qui vont être à la jonction finalement entre la conception produit et l'opérationnel technique, et des designers, voilà, des UX designers qui peuvent maqueter des applications directement dans Flutterflow plutôt qu'utiliser des outils comme Figma ou Adobe XD. Je vais faire une petite pause. Voilà un petit peu pour le panorama de ce qu'il faut savoir dans Flutterflow. Alors ensuite, concrètement, c'est quoi de créer une application Flutterflow? Donc quelques exemples d'applications qui sont actuellement sur les stores qui ont été créées en Flutterflow. Donc Velhome, une application qui propose des parkings de vélos gratuits et sécurisés entre particuliers, donc qui est développée par une association d'ailleurs. Et Tears, une application qui partage les sorties cinéma. Un autre exemple d'app que moi j'ai créé un peu pour vous présenter un peu ce qu'on peut faire. Donc là on est vraiment sur un projet assez simple qui a quand même une dizaine d'écrans je pense, qui gère l'authentification, la gestion de photos et de vidéos, la création de miniatures pour les vidéos. Donc ça c'est du custom code que j'ai injecté dans Flutterflow, c'était pas en natif. Voilà, avec un formulaire avec 5 champs qui appellent différentes données en base. Une gestion du profil, la gestion de diverses données mises en cache, et, une page de détails et un custom code aussi pour le carrousel, un custom code de design. Et donc ça, à titre d'exemple, j'ai mis à peu près 35 heures à réaliser ça avec Flutterflow. Donc ce qui est très peu, enfin ce qui n'est pas énorme pour réaliser quand même autant d'écrans. Alors, je vais commencer, je vais vous présenter, donc je vous ai dit les avantages et les inconvénients. J'ai choisi de commencer par les inconvénients. Voilà, 3 inconvénients que moi, vraiment, j'ai voulu présenter aujourd'hui. Donc, c'est les gestions d'environnement, je vais y revenir en détail, le flux de travail et la dépendance à un écosystème. Donc, alors,
Première déception finalement qui a été face à l'outil, parce que voilà, en tant que dev, une des premières choses que j'ai voulu faire pour setup mon projet, un vrai projet, c'est de mettre en place différents environnements de dev, donc à minima dev et prod, et cela n'est pas intégré en natif dans l'outil. Donc c'est quand même embêtant. Venant du dev, c'était quelque chose qui me paraissait essentiel pour un projet, et c'est pas intégré en natif. Alors, deux contrepoints à cet inconvénient, c'est que c'est pas impossible de le faire, parce que on peut télécharger le projet et on peut le déployer soi-même par son propre pipe de déploiement. On peut aussi le cloner sur GitHub et créer différentes branches. Donc voilà, en mettant en place un système, on peut très bien faire ça. Et on peut aussi, via l'intégration GitHub, déployer via CodeMagic une autre branche que la branche Flutterflow du projet. Donc c'est quand même possible. Et deuxième contrepoint à cette problématique, c'est que c'est annoncé en coming soon par Flutterflow. Alors on n'a pas encore de date, mais la roadmap de Flutterflow est très rapide. Donc on peut espérer quand même cette fonctionnalité en native dans le sens native dans Flutterflow, pour bientôt. Le deuxième inconvénient que je vois, c'est repenser son flux de travail. Alors en soi, repenser son flux de travail, c'est pas un inconvénient, on est d'accord. Mais je voulais aborder deux principales problématiques de travailler avec cet outil. C'est que si vous êtes dev Flutter, vous vous rappelez plus peut-être le temps d'avant le hot reload. Et du coup, parce qu'on est habitué, mais ici, on oublie ça, et on retrouve des chargements pour les tests très longs, en fait. Dans le sens où quand on va compiler son application dans l'émulateur donc Flutterflow, on a déjà un temps de chargement de 3-4 minutes pour une session qui va durer une demi-heure, et voilà, qu'on peut accélérer si on la recharge, mais du coup, ce qui va devoir penser un travail de dev un peu différent si on ne veut pas passer notre temps à attendre que notre application compile. On va aussi avoir des temps de check de tout ce qui est custom function, de check de vérification de compilation par l'outil, qui vont être assez longs aussi, qu'il faut anticiper. Deuxième manière de devoir repenser son flux de travail, c'est ce que j'ai appelé limite d'architecture. C'est vraiment une limitation dans donc, le custom, donc le code personnalisé, où je vous l'ai montré, il y a plusieurs possibilités de custom qui sont très intéressantes et qui couvrent pas mal de besoins. Néanmoins, on va avoir des petites problématiques où on va devoir penser les choses différemment. C'est que par exemple, donc on peut faire des custom functions, on peut faire des custom widgets, c'est très bien. On ne peut pas forcément appeler une custom function dans un custom widget. Sauf par le biais de paramètres, puisqu'on peut envoyer des fonctions en paramètres dans notre widget, mais ce n'est pas forcément de la manière dont on ferait pour appeler toutes les fonctions, par exemple de type utils ou ce genre de choses. On ne va pas envoyer des fonctions utils dans les paramètres du widget, c'est quand même assez lourd. Et pourtant, depuis les custom widgets, on va pouvoir appeler des constantes vraiment propres à Flutterflow, par exemple les styles de texte du thème, ou des constantes de l'application, ou des variables au niveau du state applicatif. On va pouvoir appeler ce genre de choses, mais pour le moment, on ne peut pas appeler des custom functions directement. Donc du coup, ce qui fait que dans cette possibilité de personnalisation, je trouve que c'est encore difficile de combiner à la fois des besoins de custom de design et des custom de logique applicative. C'est possible, mais c'est vraiment fastidieux, et bon, c'est un peu lourd. Troisième inconvénient, c'est effectivement la dépendance à un écosystème, puisqu'on est là face à une entreprise privée. On travaille aussi dans un navigateur, donc on a quand même des contraintes. On a des mises à jour constantes de l'outil, donc ça c'est bien. Et c'est pas bien, ça veut dire qu'on a une mise à jour au refresh dans le navigateur, donc forcément on accepte obligatoirement les mises à jour, et on peut
notamment avec une roadmap très rapide, avoir par exemple un bug de logiciel qui est un bug d'interface, même qui va durer 1 heure, qui va durer une demi-journée, ou ben, je sais pas, à tel moment, entre 2 mises à jour, on ne va pas pouvoir appuyer sur tel bouton. Voilà, par exemple, moi j'ai eu une problématique où il y a une mise à jour à 8 heures le matin et j'avais mis en place des icônes Fantosum, et là il y avait un bug sur les icônes Fantosum qui me créait des erreurs dans mon projet, et du coup je ne pouvais pas le compiler. Et 1 heure plus tard, il y a une nouvelle, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit bug sur cette fonctionnalité et c'est revenu à la normale. Mais voilà. Le contrepoint qu'on peut apporter à ça, c'est qu'on peut continuer de développer le projet en dehors de Flutterflow, puisqu'il nous appartient. Donc on a cette liberté, on n'est pas contraint à un abonnement. Et il y a un support qui est très réactif. Moi, je l'ai utilisé parce que j'ai un problème de compatibilité d'import de package. Et ils ont débloqué mon problème, ils ont été très réactifs sur... voilà, ils peuvent tester le projet à distance, eux, pour voir. Donc c'était vraiment un support très utile et très réactif. Alors voilà un peu pour moi les trois principaux axes d'inconvénients que j'ai pu rencontrer, ce qui nous permet d'arriver voilà, aux avantages. Donc, effectivement, l'avantage, c'est une rapidité et une facilité de produire un produit complet, en fait, utilisable, téléchargeable sur un device. Effectivement, toutes les fonctionnalités récurrentes qu'on peut rencontrer très souvent se font en quelques clics et c'est très rapide, sont testées directement dans le produit. On a une représentation visuelle et ça, pour moi, je pense qu'on avance aussi vers ce point dans nos IDE finalement, notamment avec l'apport de l'IA où on va avoir des représentations, on a des IDE de plus en plus performants et des représentations de plus en plus facilitantes en fait, et visuelles de certains aspects de notre travail en fait. Et une flexibilité conservée avec l'export de code et l'intégration à GitHub. Donc voilà le concret d'une réalisation avec Flutterflow. Et la question qu'on peut se poser, c'est Flutterflow va-t-il remplacer Flutter ? Alors bon, j'imagine que vous vous dites c'est non. Effectivement, spoiler alerte, je dirais non, mais j'aurais pas pu vous présenter cette slide si j'avais dit tout de suite non. Donc, et cette slide est quand même très drôle, il faut quand même l'admettre. Donc, ce que je veux dire, c'est que néanmoins, la question est-ce que ça va devenir quelque chose qui est d'incontournable dans certains cas, et j'ai déterminé un peu 3 cas où on pourrait l'envisager. Déjà des lancements express, quelle que soit la raison finalement, des structures avec des moyens limités, économiquement, là j'entends, en termes de ressources, mais finalement c'est toujours lié à une limite économique. Et là, ce que j'ai appelé une conception horizontale finalement, c'est que souvent, même pour la création de MVP, qui sont des fois très rapides, en fait, on est souvent dans un schéma classique en fait, plutôt vertical, de spec, design, dev. Et en fait, Flutterflow permet un travail en équipe assez complet. Et voilà, on peut avoir un outil finalement qui peut être utilisé par différentes personnes, aussi bien des designers, des product owners, ou product managers et des devs pour créer vraiment des produits en collaboration. Alors ça ne veut pas dire que toutes ces personnes vont comprendre et utiliser l'entièreté de l'outil, mais en tout cas, on peut travailler ensemble dessus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Avant les questions, je fais un petit peu d'auto-promo. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur LinkedIn parce que j'essaie de publier régulièrement sur le sujet. Et j'ai lancé un petit projet. C'est tout nouveau. En fait, l'idée, c'est de faire un projet collaboratif pour accéder à une base de données des projets qui ont été réalisés avec Flutterflow en France et pour voir un peu le panorama des situations dans lesquelles il a pu être utilisé et ce qu'il a permis de faire. Et on peut passer aux questions. Merci Vanessa. Et avant les questions, il y a sur l'application un endroit pour donner votre feedback sur les talks. Donc faites-le, c'est hyper riche pour les speakers.
Je compte sur vous. Alors j'ai plein de questions. La première, c'est est-ce que quand tu extrais ton code de Flutterflow, est-ce que tu as fait passer un sonar ou un... Enfin, quelle est la tronche du code derrière en termes de maintenabilité, je dirais de découpage architectural, ce genre de truc-là. Tu vois, tu as l'app que tu as présenté qui est visuellement... tout match bien, tout est prêt et tout. Est-ce que, je sais pas, imaginons, je te dis, change ta couleur, le violet ou le gris de ton arrondi, là, le bleu gris de ton arrondi, est-ce que tu peux le faire en un clic, comme tu pourrais le faire avec un thème Oui, alors moi, j'ai pas fait passer de sonar, mais j'ai téléchargé le code, ne serait-ce aussi des fois pour des besoins de le tester directement avec mes outils de développement sur mon ordinateur, pour aussi, par exemple, pour faire le custom, des custom widgets ou des fois des custom functions même. Il y a un outil de création de ces customs dans Flutterflow avec de l'autocomplétion, mais qui n'a pas la qualité des IDE. En fait, du coup, des fois, pour tester vraiment du design, des choses comme ça, je trouve que c'était plus rapide de tester sur le code téléchargé que je fais tourner sur mon ordinateur. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Alors, déjà, il y a un travail qu'on peut faire sur Flutterflow, c'est de renommer toutes ces variables et tous ces conteneurs, etc. Donc ça, c'est important parce que c'est son nommage qui va être réutilisé dans le code téléchargé. Ensuite, le code téléchargé, effectivement, il est formaté Flutterflow. Néanmoins, il est quand même très compréhensible de naviguer dedans, de changer des choses. Par exemple, je l'ai utilisé pour changer j'ai directement dans ce code Flutterflow changé des hauteurs, des largeurs, etc. Donc ça, je trouvais l'info très très facilement. Néanmoins, donc ça c'est complètement possible de le réutiliser. Après, si demain on me demande est-ce qu'on peut télécharger le Flutterflow et faire passer ce projet Flutterflow avec, je sais pas, un state management en bloc, je pense que la marche est un peu plus difficile, quoi. Ok. Ma deuxième question, c'était, en fait, j'ai jamais regardé la solution, mais c'est quoi combien ça coûte? Quel est le pricing là-dessus? Il y a un coût en fait d'abonnement mensuel et annuel, donc qui est utilisé pour utiliser l'outil. Donc et après, on est propriétaire, on peut télécharger son code, mais il y a un coût d'abonnement. Donc avec différents pricing qui donnent différents droits en fait, voilà. À mon sens, pour une utilisation pro, je pense qu'il faut utiliser le pricing pro. Pourquoi? Parce qu'il a le chat support qui peut être utile, mais surtout il a l'intégration GitHub en fait, qui me paraissait quand même la plus pertinente. Pour pouvoir déployer, il y a différentes façons de pouvoir déployer avec l'outil. Donc soit il y a une interface de déploiement vraiment en clic où on référence ses ID Apple et Android, et puis on appuie sur un bouton et derrière ça déploie avec code magique. On met la version qu'on veut, le build qu'on veut, c'est très très simple. Il y a l'autre step, c'est de déployer via code magique par l'intégration GitHub, où là on peut déployer une autre branche que la branche Flutterflow, donc ça peut avoir intérêt, ou télécharger le projet, enfin plutôt le cloner de GitHub et puis développer sa propre pipe de déploiement. Donc voilà les 3 steps. Je sais que pour en tout cas, il faut quand même au moins la version, il me semble qu'il y a 20 € par mois, qui permet donc soit de déployer, soit de télécharger le code, soit de l'intégrer à GitHub. Donc dans tous les cas, il faut quand même au moins la version payante pour le déployer de A à Z. Okay. Et une dernière question, je laisse la place aux autres. Est-ce que tu as... alors j'ai cru comprendre que plus ou moins oui, tu récupères ton code de Flutterflow dans GitHub. Est-ce que tu peux le modifier en local dans ton Git et le réimporter dans Flutterflow ou pas? Moi je trouve que... Alors, moi je dirais non. Mais j'ai vu une interview où il y a une entreprise, une agence qui fait des applications Flutterflow qui disent le faire, mais que c'est un peu complexe quand même parce qu'il ne faut pas faire d'erreur parce que sinon Flutterflow ne va pas être d'accord avec ce que tu fais. Néanmoins, je n'ai pas vraiment réussi à voir ce qu'ils avaient créé comme application dans leur portfolio, donc je ne sais pas, j'ai vu ça récemment et je m'étais dit que je le contacterais pour en parler. Mais du coup, pour moi, ce que j'avais lu, c'était non. Mais cette personne semble dire le contraire. Donc, Une autre question?
Ouais, merci pour le talk. J'avais deux questions qui rejoignent un peu du coup sur la partie qualité de code. Est-ce qu'on pourrait imaginer de construire un peu la base de notre appli et un peu la base de nos écrans d'une appli qui pourrait être un peu plus complexe que si on la faisait de A à Z sur Flutterflow, récupérer le code et ensuite le reste on le développe. Est-ce que ça c'est envisageable ou est-ce que l'archi est trop basé Flutterflow et même si on peut customiser, on peut pas non plus aller trop loin sur le code qu'on récupère? Non, on va pouvoir, en plus, soit on télécharge le code, mais on peut directement voir le code page par page depuis l'outil. En fait, très rapidement avec un bouton. Donc ça, on peut vraiment créer une page et la copier-coller et voilà. Donc oui, je pense que c'est possible. Après, je pense que pour tester une page, ça peut être bien. Après, rapidement, dans les projets, il me semble qu'on va quand même intégrer un UI-kit ou un design system, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce qu'on fait dans Flutterflow aussi, on peut mettre un thème. Donc, rapidement, dans ces pages, en fait, on va utiliser le thème qu'on a créé, qui va s'appeler FF style thème, je sais plus, point, et headline one, enfin, voilà. Et du coup, il faudrait avoir un script éventuellement qui change ça et va chercher notre thème, puisque finalement on est dans le même nommage, ça pourrait être une possibilité, ou du coup vraiment juste tester des pages sans appeler l'UIKit. Ouais. Après, je sais que j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit qu'ils des fois cédaient de cet outil pour construire des pages. Après, si c'est juste pour ça, ben, je sais pas, peut-être que des outils comme ChatGPT vont le faire mieux, du coup. Et merci. Et la deuxième question que j'avais, du coup, j'ai téléchargé Vélome là, pendant ton talk. Ouais. Et je trouve que ça se ressent un peu au niveau de la navigation. Enfin, je trouve qu'il y a des petits bugs sur la navigation, sur l'application. Et l'autre chose qui me surprend, c'est qu'elle est super lourde. Elle fait 80 MO alors que Ah ouais, il n'y a pas l'impression d'y avoir grand chose dedans. Enfin, je vois pas d'image, etc. Et du coup, Ben, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti un peu sur la navigation? Je sais pas, c'est pas moi qui ai développé. Non, je m'en doute, mais... je sais qu'ils utilisent aussi d'autres outils de connexion avec d'autres outils no-code Vélome, donc des fois, peut-être des ralentissements peuvent venir du back et de l'outil back. Ouais, mais là, c'est Je plus, sais pas. tu vois, tu peux faire un retour et tomber sur le splash screen, par exemple, et tu restes bloqué. Ouais. Et tu vois, alors, est-ce que ça, ce type de petits bugs, toi, est-ce que tu les as rencontrés? Est-ce que la qualité, du coup, de l'app, elle se ressent? Ou est-ce que pour l'utilisateur, on arrive à faire quelque chose qui est complètement transparent? Bah, en fait, il faut bien gérer sa navigation, bien gérer son droit parce qu'en fait, c'est la problématique des tests en fait, qu'on va rencontrer. Il faudrait voir si on peut, j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais justement, comment ça serait simple ou complexe d'implémenter des tests justement sur le code Flutterflow. J'ai pas eu le temps de le tester, j'avoue, parce que du coup, par exemple, on peut très facilement dans Flutterflow, créer une page et définir le scaffold pour que gérer sa navigation, en fait, interdire le retour, comme on peut le faire en Flutter, ou bloquer le bouton Android retour, ou gérer le safe area et des choses comme ça. Forcément, si on ne le fait pas, ça va très bien compiler en fait. Et on va s'en rendre compte à l'utilisation. Donc, faut être consciencieux là-dessus. Ou alors vraiment mettre en place un système où on peut implémenter des tests sur une branche GitHub en fait. Oui, c'est une problématique. Je tente que pour une question. Bonjour. Quels sont les outils offerts pour le debugging par cette plateforme-là, en fait, pour contrôler le code au runtime? Oui, alors en fait, déjà, il y a deux modes finalement de test. Il y en a un qui va être rapide, du coup, qui va tester que l'UI, en fait, l'interface, dans lequel on va pouvoir tester beaucoup de taille d'écran, beaucoup de mobile. Ensuite, il y a le test mode où là, on va gérer l'UI et la logique métier, l'appel aux data, etc. Ensuite, pour tout ce qui est custom code, on va avoir une vérification à la compilation. Et aussi, dans les fonctions, donc les custom functions, on va pouvoir implémenter des tests aussi. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Et on n'a plus de temps pour les questions, mais je crois qu'il restait des questions. Peut-être que vous pourrez les poser après, autour d'un café. Et on se retrouve à 16h. Il y a la pause jusqu'à 16h. Merci à vous.